Bienvenue à tous, on met le journal sur pause. Et on prend le temps de s'arrêter sur ce qui fait l'actualité avec cet anniversaire. Le 4 février 2020, le premier cas de Covid était officiellement détecté en Belgique. 5 ans plus tard, avons-nous tiré les enseignements de cette pandémie? Sommes-nous mieux préparés si l'histoire devait se répéter? Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le moment de s'accorder une pause pour mieux comprendre. Et ce soir, on revient sur la pandémie de Covid qui a débuté il y a 5 ans. Elle a fait officiellement 15 millions de morts, même si le bilan réel avoisinerait plutôt les 25 millions. En Belgique, il s'élève à un peu moins de 35 000 décès, chiffre arrêté en août 2023. Alors même si on garde tous en mémoire cette période si particulière, en a-t-on vraiment tiré tous les enseignements ? Ou préfère-t-on aujourd'hui regarder ailleurs? Pour nous aider à répondre à ces questions, j'accueille le professeur Benoît Rondelet, le directeur médical du CHU-UCL Namur. Bonsoir. Bonsoir. Alors je disais, on garde tous une image de cette pandémie. Vous, si vous deviez en garder une de cette période d'il y a 5 ans? Alors, c'est difficile parce qu'on a forcément comme ça des flashs. Moi, je pense que je pourrais en retenir 3. La première, c'est le début en fait de ma carrière de directeur, puisqu'avant j'étais praticien et j'ai été nommé directeur médical la veille du plan de. Vous portez la poisse. Exactement, du plan d'urgence belge. La deuxième, c'est la solidarité. Autour, en tout cas, de cette pathologie, que ce soit à l'hôpital, que ce soit dans les maisons de repos. Il y a vraiment eu un déclenchement d'une réelle solidarité en Belgique. Et le troisième, c'est d'un point de vue familial. Donc, ma femme est intensiviste et c'est une période très, très compliquée, en tout cas pour nous, notamment pour les enfants qui ont terriblement souffert de cette période et dont un de nos adolescents paye encore aujourd'hui en fait le prix de cette pandémie. C'est quelque chose dans beaucoup de familles, la souffrance des jeunes qui ont effectivement eu beaucoup de mal, peut-être plus que les adultes à s'en remettre. Bien sûr, je pense que la société a changé et que la période du Covid-19 a été un starter qui a fait que la structure même en fait de notre société, notamment de la couche des adolescents, des ex-adolescents, voit la vie différemment. Ils ont d'autres objectifs que ceux qu'on avait, mais surtout ils ont un équilibre en fait entre la réalisation du soi et le reste, le travail, les études, qui est totalement différent. Ils ont envie de vivre en fait. Alors aujourd'hui, on va s'inquiéter et s'intéresser plus spécifiquement aux soins de santé. Vous le disiez, vous venez d'être directeur à ce moment-là. Est-ce que le jour où l'OMS, donc c'était le 30 janvier, déclare urgence de santé publique de portée internationale, à ce moment-là, en Belgique, au CHU-UCL, on a le sentiment d'être prêt? Alors, je pense que sur la structure même de l'hôpital, la structure de direction, on a des craintes qui sont extrêmement importante. Je pense qu'au niveau, du terrain, au niveau gouvernemental, là, on a moins d'évidence. On pense que pour finir, c'est une grosse grippe. Une petite grippe, on disait même à l'époque. Et qu'on sortira facilement de cette période qui sera peut-être agitée, mais qui devrait être menée avec les moyens qu'on a. Alors, avant de continuer, je vous propose de regarder le reportage que nous, on avait consacré au CHU-UCL Namur. C'était le 5 mars 2020. Et vous allez l'entendre à ce moment-là, on pensait être paré. C'est un reportage d'Antoine Perret. Dès l'arrivée dans le service des urgences, il y aura une séparation. Donc les patients qui sont potentiellement infectés iront directement sur un circuit séparé. Frédéric Fey coordonne les services d'urgence des hôpitaux du CHU-UCL Namur. Les 3 sites, dont celui de Godine, sont en phase de préalerte coronavirus. Les précautions sont de mise. Ça, c'est l'entrée habituelle du secrétariat où on a rajouté, ça se voit, c'est un peu de bricolage, mais on a rajouté une vitre justement de protection. En cas d'afflux massif de patients potentiellement infectés, certaines zones de l'hôpital seraient alors isolées à l'aide de bâches notamment. Le principe de base, c'est vraiment faire une séparation claire entre les patients
infectés ou potentiellement infectés et les patients du flux habituel, avec une gradation en fonction de l'évolution de la situation et même, s'il fallait aller jusque-là, des réquisitions d'autres locaux au sein de l'hôpital. Par précaution, les locaux et les couloirs sont nettoyés plus souvent qu'en période ordinaire. En cas d'épidémie de Covid-19, les services d'urgence sont en première ligne. Montgodine a développé son propre système de dépistage du virus. Première ligne, pourquoi ? Pour les premiers soins, pour évaluer la réponse à donner. Donc, dépister les patients qui sont cas avérés, est-ce qu'ils rentrent chez eux, est-ce qu'ils sont hospitalisés ? S'ils sont hospitalisés, dans quelles conditions ? Est-ce qu'il faut les transférer dans les hôpitaux de référence ? Est-ce qu'ils sont hospitalisés chez nous, soit en service conventionnel, soit dans un service de soins intensifs ? C'est de la prévention, donc c'est non seulement protéger le personnel, mais aussi les autres patients qui se présentent à notre hôpital, afin que la souche de virus ne circule pas dans le service des urgences, mais par la suite, évidemment, aussi à l'hôpital. Les 3 sites namurois sont parés à toutes les éventualités, même à des situations extrêmes. Dans de tels cas, les hôpitaux mettraient sur pied ce qu'on appelle des postes médicaux avancés. Ou des zones extérieures à l'hôpital, en l'occurrence ici les garages, qui seraient retransformés en grandes salles de soins, salles de tri, pour s'occuper des patients. Mais on n'en est pas là. Aucun cas de coronavirus n'a encore été détecté sur les 3 sites de l'hôpital universitaire namurois. Ça fait un peu sourire de revoir ce reportage 5 ans après. Oui, beaucoup même. Il faut dire qu'à l'époque, on est... 5 mars 2020, on est avant le confinement. Hein. On est vraiment avant le confinement. La crise est réellement présente en Chine, mais pas du tout médiatisée. Et puis on commence à avoir les premiers cas en Italie du Nord, où on se rend compte que c'est catastrophique, mais on n'a pas encore cette vague qui est en train de déferler, qui va venir 15 jours, 3 semaines. Oui, ça va s'emballer rapidement. Ça va s'emballer extrêmement rapidement au retour en fait des vacances de ski en Italie du Nord. Alors je disais, la question centrale de cette émission, est-ce qu'on est mieux préparé ? Je ne vais pas vous la poser tout de suite, on va plutôt décortiquer les choses et puis ça sera un peu la conclusion de cette émission. Peut-être commencer par ce qui va mieux, sur ce qu'on a appris de cette pandémie. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux, on est mieux préparé ? On a des procédures, on entendait le docteur Fay dire c'est un peu du bricolage. Aujourd'hui, ça ne serait plus du bricolage ? Bon, d'abord, je pense que dans le suivi des maladies, dans la façon dont on suit les épidémies, dans la façon dont on peut anticiper les gros problèmes, on a fait tant au niveau international qu'au niveau national et qu'au niveau régional, on a installé des instituts ou des groupes de suivi qui permettent en fait de bien régler le problème de Lucia. Ça veut dire qu'on verrait le problème arriver plus vite ? Il existe par exemple à Berlin un centre international de suivi des épidémies et des pandémies. Il existe au niveau national une cellule particulière au niveau de Cienzano qui s'occupe de suivre en fait les statistiques de ces épidémies. Et au niveau local même, on a installé des cellules, peu importe l'acronyme, c'est HOST. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Ce sont en fait des cellules qui s'occupent au sein des réseaux de suivre l'épidémiologie de ces pathologies, mais aussi qui fait des recommandations, qui adapte les procédures en fonction du niveau d'expression des différents virus et qui joue aussi sur le côté préventif et sur le côté hygiène. C'est ces cellules qui installent les différents codes couleurs dans les différents hôpitaux, qui nous imposent de mettre le masque pour les visites, de placer un masque dans certaines consultations ou d'isoler des patients. C'est le cas pour le moment avec la grippe, par exemple. C'est exactement ce qui se passe pour le moment avec la grippe, pour laquelle nous sommes en code orange dans les hôpitaux. Donc ça veut dire qu'on voit les maladies, je veux dire, de manière peut-être plus précise qu'avant. Est-ce qu'aujourd'hui, si une maladie type Covid-19 arrivait, l'hôpital, les procédures au sein de vos hôpitaux sont mieux rodées ? Ou il faudrait réinventer, comme on le voit un peu dans le reportage d'Antoine Perret ? Donc ça, je pense qu'à la sortie de la crise Covid,
tous les hôpitaux ont capitalisé en fait sur les procédures qu'ils avaient mis en place pour adapter leur plan d'urgence en venant y adjoindre un plan pandémie, un plan épidémie. Et souvent, ce qui a été fait, c'est de ne pas se limiter à la prise en charge au niveau de l'hôpital, mais de travailler au niveau régional. On travaille en interhospitalier pour essayer d'avoir des plans qui sont des plans communs pour une province. Par exemple, à Namur, c'est le cas. À Namur, c'est la cellule host qui a travaillé sur des procédures pour ces cas particuliers. Et chaque hôpital l'a décliné au niveau de son plan hospitalier d'urgence. Il y a aussi une meilleure gestion des stocks dans les hôpitaux. On se souvient du début de la pandémie avec cette histoire de masques qu'on avait brûlés au niveau belge parce que les dates de péremption étaient passées. Aujourd'hui, ça n'arriverait plus. Vous avez de quoi tenir 3 mois, c'est cela ? Donc, c'est-à-dire que plus que 3 mois. Donc, on a 2 types de stocks. On a un stock qu'on appelle le stock courant qui nous permet de vivre 3 mois en autarcie. Et puis, on a dans un hangar qui est tenu secret. Qui est localisé au niveau de la province de Namur, de quoi tenir 3 mois en plus. Donc, on pourrait tenir 6 mois complets au niveau du CHU. Est-ce que le comportement des gens, notre comportement à nous, patients ou patients potentiels, a aussi évolué ? Est-ce que vous le voyez peut-être avec la grippe maintenant, qu'on se comporte mieux face aux maladies ? Pour moi, c'est évident. La crise Covid a permis à la population de changer ses comportements en termes de risque de dissémination des virus. On met le masque aujourd'hui sans problème si il est recommandé. Parfois, on prend même les devants en se masquant pour protéger l'autre. On ne serre plus la main nécessairement. On check plutôt que de s'embrasser. Donc, clairement, le comportement a changé. En fait, on a le comportement que les Asiatiques avaient adopté après les épidémies de SARS en début des années 2000. Je pense qu'on considère aujourd'hui qu'on est un des éléments responsables de ces pandémies. Alors, l'autre côté de la médaille, je vais dire peut-être, en partant peut-être des comportements, c'est aussi est né chez une partie de la population une espèce de méfiance du monde hospitalier, de la vaccination. C'est quelque chose qui est resté aussi, cette façon de peut-être remettre en cause la parole des médecins, des scientifiques, comme on remet la parole des médias. Hein, on peut balayer devant notre porte aussi. C'est quelque chose qui est resté de cette période Covid ? C'est quelque chose qui est resté de la période Covid. Et de nouveau, en fait, la période Covid a servi d'accélérateur pour quelque chose qui était en train de s'installer. Et je ne pense pas que ce soit particulier en fait à la médecine. Ça a été très très criant en fait à ce moment-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, mon analyse, c'est que le monde actuel ne peut plus entendre qu'on ne sait pas, ou ne peut plus entendre qu'on ne peut pas réagir, qu'il faut du temps. C'est un peu la maladie. Je veux dire, aujourd'hui, pourquoi autant de régimes, pour moi, illibéraux arrivent à s'installer aux États-Unis, en Hongrie ? C'est parce qu'ils amènent en fait des réponses parfois non construites, très très faciles à des problèmes qui sont quotidiens, quand nos démocraties ou nos systèmes en fait n'arrivent pas à répondre rapidement à des questions que les citoyens ont. Et là, la science n'avait pas la réponse clé en main, je vais dire, voilà la maladie, voilà le vaccin, voilà le médicament. C'est ça qui a posé problème à votre avis ? La différence entre un politique et un scientifique, c'est que le scientifique a chevillé au corps son honnêteté intellectuelle. C'est dur, ça, comme phrase. Oui, mais je pense que c'est aujourd'hui, quand je vois comment on parle aux États-Unis, comment on parle en Europe, comment les milieux d'extrême droite montent en puissance,
je constate en fait que l'honnêteté est quelque chose qui est de plus en plus difficile à défendre. Et dire je ne sais pas ou dire il faut du temps, dire on va l'étudier, c'est quelque chose qui est de plus en plus inaudible pour la majorité des gens. Et cette méfiance-là, hors Covid, je vais dire, vous la sentez dans votre pratique médicale quotidienne, des gens qui remettent en cause peut-être les diagnostics ou le fait qu'on leur propose un vaccin, c'est quelque chose qui reste? Oui, c'est extrêmement vrai sur la vaccination et c'est d'autant plus vrai quand vous avez une lame de fond de fake news organisées qui empêchent en fait la bonne diffusion en fait de l'information. Moi, je continue à penser que quand vous voulez lutter en fait contre de la désinformation, il faut aller sur le terrain, il faut parler, il faut convaincre. Ça prend énormément de temps, mais il faut avouer aujourd'hui que la distance entre le monde scientifique et le terrain ou entre le monde politique et le terrain est plutôt grande et que le fait de ne pas pouvoir aller, je veux dire, répéter une information, la montrer, la prouver, c'est quelque chose qui jette du discrédit. Est-ce qu'aujourd'hui, si le Covid-19 ou le Covid-25 ou peu importe son nom devait arriver, vous vous dites je communiquerai ou l'hôpital devrait communiquer autrement? Est-ce que vous avez aussi peut-être fait votre examen de conscience par rapport à la façon dont vous avez communiqué en début de pandémie? Écoutez, dans mon rôle de directeur médical, je le constate tous les jours. Je peux écrire une note stratégique qui soit magnifique, tant que cette note-là n'est pas diffusée, discutée, détruite pour être reconstruite ensemble, elle n'existe pas. Et donc, il n'y a aucune raison que ce que je vis, en fait, dans mon rôle quotidien, ne se vive pas au niveau macro. Oui, je pense qu'aujourd'hui, on a de plus en plus besoin, en fait, d'informations précises, mais de contact humain. Et j'ose espérer, d'ailleurs, qu'une des grandes avancées, en fait, de l'intelligence artificielle, ce puisse être, en tout cas, une libération de temps, une sorte de manne d'heures que l'on puisse consacrer à faire de l'humain. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui manque. Alors, on va continuer. Dans ce qui va peut-être moins bien qu'en 2020, il y a aussi le fait que vous avez moins de personnel dans les hôpitaux. On parle de pénurie d'infirmiers. Vous allez même plus loin. Il y a une pénurie de soignants au sens large. Donc, oui, il reste quelques problématiques et des points qui sont largement accentués. Pour moi, la première grande problématique, c'est l'accès à l'information, l'accès aux soins, l'accès à une information qui est... Oui, mais aujourd'hui, dans les hôpitaux, il y a moins de personnel qu'il n'y en avait en 2020. Ça en fait partie. Aujourd'hui, je pense que la population pense que dans les hôpitaux, nous manquons peut-être d'infirmiers. Je peux vous dire que dans un hôpital comme celui de Montgodine, on se retrouve avec 15% des lits qui sont fermés. C'est extrêmement important. Et ce n'était pas le cas en 2020. Absolument pas. Je veux dire, à cette époque, on était capable d'ouvrir des lits supplémentaires. On ouvrait des salles d'opération pour en faire des salles d'USI. On doublait, on triplait parfois les pauses pour qu'on ait des patients qui soient pris en charge de façon optimale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, on est en manque flagrant non seulement d'infirmiers, mais de médecins aussi et de personnel support. Aujourd'hui, on est incapable de pouvoir ouvrir tous nos lits. On est incapable de pouvoir travailler autrement qu'en flux tendu. Dans tous les services de l'hôpital, que ce soit dans les services d'hospitalisation, mais aussi dans les services médico-techniques. On manque par exemple de techniciens d'imagerie médicale. On pourrait faire toute la soirée sur ce point-là, mais quand même, en 2021, on pérennise le fonds blouse blanche, mais 400 millions par an, le gouvernement met 400 millions par an sur la table pour essayer justement d'enrayer cette pénurie. Alors où est-ce que ça coince ? Mais ça coince dans
dans la définition des vocations, c'est multimodal de nouveau. D'abord, il y a une crise des vocations. Et ça correspond en fait au changement de mentalité des gens. C'est pas qu'une question de salaire, c'est ça que vous voulez dire. Ce n'est pas qu'une question de salaire. Et à mon avis, le salaire est de moins en moins le problème. Il l'est, mais ce n'est pas la plus grande partie. La plus grande partie, c'est que c'est un métier qui est contraignant. C'est un métier qui demande du temps qu'on n'a plus dans l'hôpital. On n'a plus le temps de s'occuper des gens. On a énormément d'administration, énormément de qualité et de démarches qualitatives dans lesquelles on doit s'inscrire. Et c'est normal, okay, mais ça ne libère pas du temps supplémentaire pour s'occuper de l'humain. Et aujourd'hui, on a besoin de ça. Donc ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est le changement de mentalité. Les gens sont de moins en moins ouverts vers l'autre et de plus en plus individualistes. Et le métier de soignant, c'est un métier qui est pleinement ouvert vers l'autre. Si vous faites en fait un métier de soignant pour gagner de l'argent, il y a peu de chances que vous soyez heureux. Ce changement de mentalité, il est dans le corps soignant comme dans le reste de la population. Et puis, il ne faut pas se leurrer, il y a l'effet d'entraînement, j'ai envie de dire, ce cercle vicieux. Vous êtes de moins en moins dans les services, on vous demande de plus en plus, donc vous avez de moins en moins de temps. Les conditions de travail se dégradent. De moins en moins envie aux gens de venir travailler dans les hôpitaux. On va devoir un peu accélérer, parce qu'on a déjà beaucoup parlé. Quand même, peut-être un dernier point, c'est aussi une fragilité financière des institutions hospitalières, aussi un peu à cause du Covid, mais qui fait qu'aujourd'hui, ça serait peut-être plus compliqué d'absorber le choc d'une pandémie. À coup sûr, puisque, comme vous le savez, 1/3 des hôpitaux belges aujourd'hui sont dans le rouge, que la note gouvernementale récente ne va pas dans le sens en fait, d'un refinancement des hôpitaux. Je prends un chiffre. Le bureau du plan prévoit que la norme de croissance, c'est-à-dire l'augmentation en fait, du budget du SPF santé pour contrecarrer le vieillissement de la santé, devrait correspondre à 3,3%. Aujourd'hui, le gouvernement le diminue à 2,5%, et dans ces 2,5%, on devrait consacrer 0,6% à revaloriser le personnel. Ce qui veut dire qu'on resterait avec 1,9% dans les 2 ans qui viennent pour prendre en charge en fait, le vieillissement de la population, alors qu'il est prévu par le bureau du plan à 3,3%. C'est simple. Ce sont des économies, qu'on veuille mettre le mot ou pas dessus. Les hôpitaux qui sont déjà en difficulté financière devront encore se restructurer à l'avenir. Alors, on vient de faire le tour, brièvement, j'en conviens, mais enfin, on va arriver à la question de départ. Aujourd'hui, appelons-le Covid-25 pour simplifier. Le Covid-25 frappe à nos portes. Est-ce qu'on est mieux ou moins bien préparé qu'il y a 5 ans ? Oui et non, en fait. J'étais sûre que vous alliez répondre ça. Donc le Covid-19 n'est en tout cas pas la dernière pandémie. Ça, je pense que tous les scientifiques aujourd'hui en sont certains. La réelle question n'est pas de savoir si une pandémie va se présenter à nos portes, c'est quand elle va arriver et si le monde sera plus réactif ou pas. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre 60 et 70% des maladies qui sont émergentes sont des maladies qu'on appelle des zoozones, c'est-à-dire des maladies qui découlent d'agents pathogènes qui se développent chez les animaux vertébrés et qui passent chez l'homme. Alors, dû à quoi ? Dû à la déforestation, au contact de plus en plus important entre la faune sauvage et l'homme, et surtout à l'émergence de virus qui sont inconnus pour l'homme aujourd'hui. Et à ce titre, la maladie qui aujourd'hui est sous les flashs et en tout cas sous les radars de nos instituts d'études, c'est la grippe aviaire, pour lequel on a quand même un premier décès humain début de l'année 2025 aux États-Unis. Alors bien sûr, il s'agissait d'une personne âgée avec beaucoup de comorbidités, mais un virus qui était normalement limité
en fait à un animal est quand même passé Donc, chez l'homme. vous êtes en train de me dire qu'une prochaine pandémie est possible, mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce qu'on serait mieux préparé ou est-ce qu'on sera mieux préparé puisque le conditionnel n'a pas lieu d'être? Je vais avoir 2 mots, c'est « je l'espère » et « on fera tout pour ». Merci, professeur Rondelet. Allez, la pause se termine ici. Tout de suite, on pousse sur play pour lancer Showcase avec de la très belle chanson française. Aujourd'hui, on découvre 5 titres du dernier album de Mélanie Isaac dans une prestation en piano-voix qui a vraiment conquis toute l'équipe. L'info, quant à elle, revient en télé demain à 18h avec Laurent Dozimon. Passez une très belle soirée sur ma télé. À très bientôt.